est 20 h à Abidjan. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 28 mars. Fin de l'Africa-C au forum et satisfaction des grands patrons, des acteurs de la finance, de l'assurance et des industriels. Participation record, au total 1600 CO se sont retrouvés pendant 2 jours ici même à Abidjan. Au sujet de la sécurité alimentaire, un prêt de 43,8 milliards de francs CFA pour le développement des filières agricoles, accord de prêt signé hier en Italie entre la Côte d'Ivoire et le Fonds international de développement agricole. Dans ce 20h également, la situation du VIH en Côte d'Ivoire, 460 000 personnes touchées, une enquête lancée depuis le 10 août 2017 pour briser la chaîne de transmission. C'est l'enquête SIFIA. Comment le projet fonctionne-t-il sur le terrain? Élément de réponse aussi dans ce 20h. Et hors de nos frontières, le dirigeant nord-coréen reçu en grande pompe par le président chinois à Pékin. C'est sa première sortie à l'étranger. Une visite non officielle et secrète. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. On commence tout de suite par les audiences du vice-président. Daniel Kablan-Duncan a reçu ce mercredi plusieurs personnalités. Ce sont plusieurs responsables de la finance et du milieu des affaires. On fait le point avec Viviane Aïmé. La 6e édition d'Africa-C au Forum, organisée ici à Abidjan, a été une nouvelle fois l'occasion pour les opérateurs économiques et chefs d'entreprise ivoiriens de partager des expériences et nouer des partenariats d'affaires avec les chefs d'entreprise et hommes d'affaires venus d'Afrique et du monde entier. Un bilan somme toute satisfaisant pour les entreprises de Côte d'Ivoire et sur lequel le président de l'organisation patronale, la CGCI, Jean-Marie Aka, a échangé avec le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Donc a été pour nous l'occasion de faire avec Monsieur le vice-président un tour d'horizon de la situation du secteur privé ivoirien avec les points d'avancée qui sont importants et également de pouvoir échanger avec Monsieur le vice-président sur les préoccupations du secteur privé ivoirien. Le vice-président s'est par ailleurs entretenu tour à tour avec le directeur général de la BCC, la Banque internationale pour le commerce et l'industrie de Côte d'Ivoire, filiale de BNP Paribas, Jean-Louis Ménan Kwame. Puis avec le PDG de Capital Partners, Michel Abrogua. Dernière en liste, la délégation de la Société financière internationale, organisation du groupe de la Banque mondiale dédiée au secteur privé. La délégation a été conduite par le chef des opérations de la SFI, Madame Stéphanie von Friedeburg. Au menu des échanges, le soutien aux entrepreneurs privés et à l'investissement privé en Côte d'Ivoire. La délégation de la SFI de rencontrer Monsieur le vice-président. Nous avons eu une séance de travail pour échanger les vues sur les opportunités de soutenir l'économie ivoirienne dans plusieurs domaines. Nous avons parlé des domaines des infrastructures, des domaines de l'agriculture en général et de l'agroalimentaire. Nous avons parlé également du soutien aux petites et moyennes entreprises. Donc nous avons pu couvrir de nombreux secteurs et parler de la collaboration que nous avons ici en Côte d'Ivoire qui a conduit à de très bons résultats. 4 audiences qui témoignent des efforts du gouvernement pour améliorer les conditions de développement de l'entreprise privée en Côte d'Ivoire. Dans l'actualité ce soir également, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, donne ses recettes pour l'amélioration des opérations des missions de paix dans le monde. Il a prononcé un discours sur le sujet au siège des Nations Unies à New York. Ahmed Bakayoko invite le Conseil de sécurité à doter les opérations de maintien de la paix de mandats robustes fixant des objectifs clairs et réalisables. Le compte-rendu de Michel Digré. Les missions de paix éprouvent parfois des difficultés à s'accorder sur le sens précis des restrictions imposées par les mandats et à traduire les concepts et stratégies d'ensemble en action. Face à ces préoccupations, le ministre ivoirien de la Défense, à la tribune de l'ONU, préconise. Ces mandats doivent être flexibles et séquencés pour permettre une adaptation progressive des priorités des missions aux évolutions du contexte sociopolitique et sécuritaire du pays hôte. Et le ministre Ahmed Bakayoko de partager l'expérience de la réussite de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire,
On peut, à titre d'exemple, citer les étapes les plus importantes. Un accord politique préalable au déploiement de l'opération des Nations Unies. Un régime des sanctions comprenant un embargo sur les armes, les diamants et des sanctions individuelles. L'autorisation de recourir à la force pour détruire les armes lourdes. Le respect de l'accord politique et du résultat des urnes certifiées par les Nations Unies. Ces derniers actes, la certification des résultats par les Nations Unies a été déterminant pour crédibiliser le processus électoral. Le ministre Ahmed Bakayoko reconnaît cependant que toutes les opérations ne répondent toujours pas à ce schéma réussi. Certaines connaissent même de sérieux échecs ou s'éternisent. Ce sont des raisons pour lesquelles il invite le Conseil de sécurité à reconsidérer leur mode de fonctionnement à travers un projet courageux de réforme. Et ici à Abidjan, l'Africaceo Forum a pris fin ce soir. Quelques 1600 participants, grands patrons industriels, acteurs de la finance et de l'assurance se sont retrouvés pendant 2 jours pour ce qui est devenu l'un des plus grands rendez-vous du secteur privé africain. Ils sont repartis satisfaits, nous dit Noël Niayo. Champions africains, l'heure de la transformation. Sur 2 jours, des directeurs généraux ou CEO d'entreprises d'Afrique qui ont pignon sur rue ont passé au scanner cette problématique. La première satisfaction réside dans le niveau de mobilisation et sa qualité. Ce forum a réuni 1600 décideurs économiques du monde entier. Et donc encore plus que l'année dernière à Genève et plus qu'il y a 2 ans à Abidjan, c'est une preuve de l'intérêt grandissant de l'Afrique. Mieux, ces filles et fils d'Afrique ont passé au crible toutes les pistes de solutions susceptibles d'aider à la transformation de l'Afrique. Parmi celles-ci, investies dans le digital. Aujourd'hui, en Afrique, nous produisons à peu près 250 000 ingénieurs chaque année. Le chiffre comparable en Chine, c'est 2,5 millions d'ingénieurs. En Inde, c'est 1,2 million d'ingénieurs chaque année. Nous sommes encore à 250 000. Notre plus grand challenge, c'est qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas d'aller former, avec tout le respect qu'on leur doit, toutes les spécialités dans les sciences humaines, etc. Tout ça, c'est très important. Mais aujourd'hui, on a besoin d'ingénieurs. En attendant de combler ce déficit criard, des conditions sont à observer. Le premier sujet, c'est de renforcer le dialogue public-privé, c'est de faire en sorte que les entreprises, le secteur privé africain soient associés beaucoup plus en amont sur les décisions qui sont prises sur les politiques publiques. Aujourd'hui, le classement moyen de l'Afrique dans le classement Doing Business de la Banque mondiale, c'est la 141e position sur 190. Ça n'a pas bougé depuis 10 ans. Et tant qu'on n'a pas réglé ce problème-là, à savoir que l'Afrique progresse plus vite qu'un certain nombre de ses concurrents internationaux, je ne pense pas que l'Afrique pourra avoir tous les paramètres pour son décollage. Le deuxième sujet, c'est qu'il y a des questions de politique publique comme l'éducation qui sont maintenant au cœur des enjeux. Pour qu'une entreprise puisse se développer, elle a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée dans tous les domaines. L'Afrique ne tirerait pleinement parti de ce potentiel qu'en s'appuyant pour son développement économique sur des champions africains. Et cette notion de champion africain doit être déclinée au niveau de chaque pays. Champ d'observation de ces conditions, les 6 awards de CEO 2018. Parmi ceux-ci, l'entreprise de l'année NCA de Jean Kakou Diagou et Salam. Fin d'Africaceo Forum hier à Abidjan et loin d'ici, la Côte d'Ivoire a signé hier un accord de prêt avec le Fonds international de développement agricole pour le financement du projet d'appui de développement des filières agricoles. L'accord de financement a été signé en Italie. Il porte sur un montant total de 43,8 milliards de francs CFA. Il va contribuer à améliorer les revenus des agriculteurs de 5 régions de la Côte d'Ivoire. Le commentaire de Jean-Luc Bangbo. Ce sont plus de 32 500 ménages ruraux des régions de la Bagoué, du Poro, du Tchologo, du Hambol et du Gbeke qui bénéficieront de cet accord financier entre la Côte d'Ivoire et le Fonds international de développement agricole, FIDA. Des régions caractérisées par une grande incidence de la pauvreté, mais qui offrent un grand potentiel dans la production de cultures telles que le riz, les maraîchers ou la mangue. Des régions très ciblées à permettre au pays de continuer à réduire et à mettre en œuvre tous les efforts pour la réduction des inégalités
entre les différentes couches sociales. Le coût total de ce programme s'élève à 43,8 milliards de francs CFA. Il vise l'amélioration des revenus des petits producteurs en les aidant à s'intégrer dans les filières correspondant à leurs produits respectifs. La mise en œuvre du PADFA va renforcer les actions prévues dans les filières concernées tout en assurant la durabilité de la sécurité alimentaire et des revenus des exploitants agricoles dans les régions bénéficiaires de ce projet. Je saisis cette opportunité, Monsieur le Président, pour réaffirmer le rôle combien essentiel du FIDA dans le développement rural en Côte d'Ivoire, vu l'impact de vos différents projets sur les populations ivoiriennes. Depuis 1984, le FIDA a financé 11 programmes et projets de développement en Côte d'Ivoire pour un montant total de 411,8 millions de dollars US, soit 218,7 milliards de francs CFA. Le Ghana, grand producteur de cacao, espère voir sa production de café s'accroître ces prochaines années. Pour accompagner cette vision, le gouvernement a décidé d'approvisionner gratuitement les producteurs en jeune plant. Alexis Ouedraogo. Après la chute du cours du café sur les marchés mondiaux en 1980, les agriculteurs ghanéens se sont exclusivement concentrés sur le cacao, faisant du Ghana le deuxième exportateur au monde derrière la Côte d'Ivoire. Mais début des années 2010, c'est au tour du cacao de sombrer à Wall Street. Pour tenter de pallier aux variations des cours sur le marché des matières premières, le gouvernement ghanéen décide de diversifier l'agriculture et relancer la culture du café. Quelques 2400 hectares de plantations réaménagées et des subventions sont offerts aux petits agriculteurs pour les premières semences. Afadi est planteur de café. Il a reçu 900 graines du ministère de l'Agriculture et espère dans 4 années que sa première récolte sera fructueuse. Au Ghana, la compétition avec le café importé reste tendue. Nous voulons nous exporter. Nous voulons vendre nos produits dans les supermarchés et les centres commerciaux de tout le pays. Nous voulons qu'enfin les gens sachent que le café d'Afrique, le café du Ghana, est une valeur de qualité. Les coffee shops qui se sont développés dans les grandes villes africaines aident aussi à l'émergence du secteur. Clou en a ouvert un, Kawamako, où les lattes, espresso ou autres americanos sont préparés avec des fèves exclusivement produites au Ghana. On achète le café produit localement, qui a grandi ici, qui a été torréfié ici, puis on y ajoute notre marque. Une enseigne de café ghanéen se positionne aujourd'hui même comme le Starbucks africain. Bourbon House Café ambitionne d'ouvrir des cafés à travers le pays et dans toute la région ouest-africaine. Au chapitre santé, en Côte d'Ivoire, 460 000 personnes vivent avec le VIH. Pour mieux comprendre l'état actuel de l'épidémie, le pays a lancé le 10 août 2017 une enquête sur l'impact du VIH au sein de la population. Ce projet régional est dénommé Enquête SIFIA. Il s'achève le 30 mars 2018, c'est-à-dire après-demain vendredi. Comment le projet fonctionne-t-il sur le terrain? Élément de réponse avec Walter Amadou Ouattara. Mobilisation communautaire à Drayo-Dagnoa, village de la sous-préfecture de Ouagayo dans la région du Gor. Une tradition qui marque le début des activités de terrain des agents de l'enquête nationale sur l'impact du VIH dans la population dénommée SIFIA. C'est un projet de santé que conduit le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le SIFIA vise à assurer une meilleure adéquation entre les besoins des populations et les ressources disponibles pour l'amélioration de l'accès aux soins et traitements du VIH. Il s'agit principalement d'essayer d'évaluer quelle est la portée des politiques de lutte contre le VIH qui ont été menées depuis la découverte du premier cas de VIH en Côte d'Ivoire ici. Donc cette étude va nous permettre de mieux affiner nos données en termes de prévalence, en termes d'incidence. C'est seulement après des explications sur le SIFIA et des échanges que les agents se déploient dans la communauté. La sensibilisation continue et s'intensifie. Il est question de vérifier votre état de santé par des consultations gratuites. Avant que les équipes n'arrivent sur le terrain, il y a les mobilisateurs communautaires qui sont mis en contribution. C'est-à-dire qu'on arrive dans la zone concernée, on recrute 2 personnes grâce au coordonnateur de la mobilisation communautaire et ces personnes en forment ces 2 agents. Et ces 2 agents, avec les mobilisateurs communautaires, sensibilisent toute la population
pour recevoir et accueillir à une date bien précise et déterminée en fonction de la disponibilité des populations, de l'arrivée de toutes les équipes. À Drayo-Dagnoa, les règles de cette enquête sont respectées. Pas possible d'entrer dans une concession sans l'accord du chef de ménage. Celui-ci est interrogé, après quoi nous passons aux individualités. Chaque individu vivant dans le ménage qui a un âge compris entre 15 et 64 ans est interviewé. Après quoi, le résultat est donné aussi sur le champ. Et le reste du sang est convoyé sur le laboratoire satellite pour d'autres analyses et analyses encore plus poussées pour des recherches futures. Exceptionnellement, notre équipe de reportage est autorisée à filmer l'introduction de la séance. Votre ménage a été sélectionné pour participer à l'enquête. Donc si vous êtes consentant, on va travailler avec votre ménage. Nous sommes d'accord, il n'y a pas de lettre son. On est d'accord. Après la signature numérique et physique du document de consentement, le reste de l'enquête va se faire dans une stricte confidentialité. Lorsque la personne est dépistée positive, on a encore un autre processus que nous mettons en place. C'est-à-dire, nous prenons les contacts de ce participant, que nous mettons en lien avec les structures sanitaires, les différentes ONG qui font la prise en charge du VIH. Les ONG négatives, nous continuons à leur prodiguer des conseils pour dire que dans un délai de 3 mois, nous conseillons à cette personne-là de pouvoir se rendre encore dans une structure sanitaire dans les mêmes conditions, se faire tester encore. Les activités du programme SIFIA bénéficient de l'appui des autorités coutumières et administratives. Elle s'implique dans la mobilisation communautaire. Je voulais que les agents travaillent bien et puis trouver la solution des maladies. Je demande à la population de bien recevoir les gens. Je leur ai dit d'ouvrir leurs portes et surtout d'éviter la stigmatisation parce que c'est le véritable problème. Vous voyez, j'ai fait moi-même l'effort d'être là parce que quand on ne voit pas l'autorité, on se demande est-ce que ce projet-là, il vient vraiment de là-haut. Après mon test, c'est avéré que j'étais positif. Et depuis 2008, j'ai été mis sous traitement. Jusqu'à aujourd'hui, je prends mes médicaments sans problème. Donc c'est un témoignage pour dire à mes parents qu'on peut vivre avec le VIH. Ce n'est plus un tabou aujourd'hui. Ce projet est appuyé au niveau financier par le plan d'urgence du président des États-Unis pour la lutte contre le sida, PEPFAR, et au niveau technique par l'INS, Institut national de la statistique. On a eu quelques difficultés parce qu'on devait parcourir tout le territoire national. Il y a des zones qui sont difficiles d'accès, mais on a réussi à trouver des moyens logistiques pour que les enquêteurs puissent arriver dans les ménages qui ont été sélectionnés. Les équipes devaient parcourir de longues distances pour pouvoir allier ces centres de santé-là afin de déposer les échantillons. Au niveau du staff qui a été mobilisé, on a en tout 24 équipes composées chacune de 7 personnes plus 2 chauffeurs. Donc ça nous donne plus ou moins un total de 144 personnes qui sont sur le terrain. Pour les 2 ans, c'est plus de 3 millions de dollars qu'on a reçus pour faire cette enquête au niveau pays. Débutée le 10 août 2017, la collecte des données du projet SIFIA s'achèvera le 31 mars 2018. Avant cette date, une première réunion bilan du comité de pilotage de l'enquête SIFIA a eu lieu à Abidjan. La lutte contre le VIH constitue l'une des priorités de la politique de santé du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Il y a lieu de connaître le niveau d'atteinte des objectifs en matière de lutte contre le VIH-Sida. À la fin de cette étude, la Côte d'Ivoire pourra disposer d'une évaluation, je dirais, de données concernant l'impact du VIH dans la population. Environ 9000 ménages ont été visités et ont permis d'obtenir des échantillons de sang pour analyse. 21 000 individus enrôlés sur 27 000 attendus. Des résultats qui vont permettre l'atteinte des objectifs 90-90-90 en 2020 et briser la chaîne de transmission du VIH et son éradication à l'horizon 2030. En Côte d'Ivoire, 460 000 personnes sont touchées par le VIH-Sida. Ce drame à Ouangolodougou, en bref, une femme a tué ses 3 filles à l'âme blanche avant de tenter de se donner la mort. Ce sont des enfants de 8, 4 et 2 ans. La dame a été arrêtée ainsi que son époux absent au moment du drame. Ouangolodougou est une ville située au nord de la Côte d'Ivoire, dans la région du Tchologo, près de Fekessédougou.
En politique, des cadres du RHDP ont rendu hommage à une pionnière du RDR, Tamini Adjoa-Louise. La secrétaire du RDR, Kandia Kamara, et Raymond Goudou-Kofi, cadre du PDCI-RDA, et d'autres membres du gouvernement étaient présents à Toumoudi pour saluer les actions de la vice-présidente du RDR chargée du Bélier. Un mot de cohésion sociale. Après les troubles qui ont secoué Bangolo les 12 et 13 mars dernier, suite au meurtre d'un jeune à un poste de sécurité, une délégation d'élus et cadres vient de sillonner le département pour exhorter les populations à la paix et à la cohésion sociale, seul gage de développement. Eve Boué est notre correspondante dans la région de l'Ouest. Première étape de cette tournée de cohésion sociale, conduite par une délégation d'élus et de cadres du département de Bangolo, le village de Bewezi Biao. Là où tout a commencé il y a de cela quelques semaines. Un jeune a été tué ici à un poste de sécurité et cela avait engendré quelques troubles à Bangolo et ensuite des sites sacrés ont été profanés dans ce village. Aujourd'hui, les forces de l'ordre, les autorités coutumières, les élus, les cadres et les différentes couches des populations essaient d'accorder leur violon. Des appels à l'apaisement sont lancés. Après Bewezi Biao, cap est mis sur Diouzon, le village dont est originaire le jeune homme tué à Bewezi Biao. Des échanges francs au cours desquels les villageois ont exprimé leur inquiétude et leurs préoccupations. La délégation a quant à elle écouté et rassuré, puis inviter chacun à tout mettre en œuvre pour préserver la paix et la cohésion sociale afin de se concentrer sur les questions essentielles du développement. Maintenant, c'est le temps de la paix. Il faut que nous dialoguons désormais avec les forces de sécurité, avec les forces de défense, que l'esprit de dialogue s'installe entre eux et nous pour qu'ici, il y ait un apaisement durable. À tous nos parents, aux chefs de village, aux chefs de communauté, c'est le temps de la réconciliation, c'est le temps de la consolidation de la paix. Il ne faut pas laisser un seul espace à la violence. Il ne faut pas laisser un seul espace à tout ce qui peut nous freiner notre élan vers le développement. Tous sont unanimes que ces troubles enregistrés ça et là dans cette région sont de nature à mettre en péril la cohésion sociale et ainsi retarder le développement. Il faut donc que cela cesse définitivement. Toujours cohésion sociale, un inspecteur des finances de retour d'exil prône la réconciliation. Yao Kofi Bernardin, c'est son nom. Il a regagné Abidjan en juillet dernier après plusieurs années d'exil. Alexis Ouedraogo. De retour en Côte d'Ivoire, après plus de 6 années en exil au Ghana, Yao Kofi Bernardin, ancien inspecteur aux finances, se fait aujourd'hui messager de la paix et de la réconciliation. À Ayama, où il a longtemps résidé, il est revenu communier avec les populations. C'était au cours d'une messe, d'une rencontre avec les autorités municipales. Un seul mot sur ses lèvres, réconciliation. Pour le retour en paix de notre frère et de notre vivre ensemble à Agnon. Nous allons continuer de prier pour que la paix soit de mise non seulement à Niamey, mais partout en Côte d'Ivoire. Ça doit être aussi, je dirais, un exemple pour nous amener tous, à tous les niveaux que ce soit, sur ce chemin de réconciliation. Yao Kofi Bernardin, qui veut aujourd'hui représenter le visage de l'unité, invite les Ivoiriens encore en exil à regagner le pays pour que tous contribuent à bâtir la Côte d'Ivoire. Dans quelques heures seulement, Paquinou 2018. Cette année, Paquinou régional du Bélier est à sa 5e édition, une célébration prévue du 29 au 31 mars prochain. C'est à l'initiative du Conseil régional du Bélier, dans le cadre de ses activités socio-culturelles et de promotion touristique de la région. Mais avant, un précolloque pour mobiliser tous les acteurs. Sephora Zegui et Cheikh Kone. Cette année, Paquinou régional du Bélier sert d'occasion de rapprochement entre les Baoulés et un peuple choisi au sein des différents groupes ethniques de Côte d'Ivoire pour célébrer la cohésion et la paix. Alliance séculaire Agni Baoulé, quelle leçon
pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. C'est le thème de cette année. Il suffit que nous soyons nous-mêmes conséquents envers nous-mêmes. En regardant à notre frère Baoulé un frère, et le Baoulé regarde en nous un frère, il n'y a pas de problème entre nous. Et que tous les conflits peuvent trouver un dénouement heureux. Chefs traditionnels et universitaires autour d'une table pour revisiter l'alliance entre Agni et Baoulé et déblayer les sentiers du colloque de Yamoussoukro. Au nom des régions invitées, Akaoulé exprime sa gratitude aux initiateurs et promet une forte mobilisation des fils et filles des régions qui le représentent. Notre mobilisation ce jour démontre notre ferme engagement à inonder Yamoussoukro dès jeudi, un territoire conquis, afin d'apporter notre contribution à la réussite de Pakinou du Bélier 2018. En plus du colloque qui aura lieu à la résidence de feu Félix Houphouët-Boigny, le 30 mars prochain, Augustin Thiam, représentant à Oussou-Jano Kouadio, annonce de nouvelles dispositions. Sa Majesté la Reine des Baoulés elle-même sera là aussi. Et ça sera sa première sortie officielle. Il est prévu un village de Pakinou, cette fois-ci sur la place Jean-Paul II, avec des animations culturelles, avec un défilé des chefs, avec des animations même culinaires, des danses. Ce colloque qui a réuni chefs traditionnels, professeurs d'université et hommes politiques vise à faire connaître les fondements de l'alliance entre Agni et Baoulé et donner à Pakinou toute sa place dans le processus de réconciliation inclusive entre les peuples de Côte d'Ivoire. En littérature, nous allons nous intéresser à la dédicace de l'œuvre de Serge Bilé, titre de l'œuvre Boni. Grace Kando a feuilleté les pages pour vous. Journaliste à France Télévisions, Serge Bilé vient de publier un ouvrage intitulé Boni. Le titre de l'œuvre fait référence à un chef de guerre qui a marqué l'histoire du Suriname et de la Guyane au XVIIIe siècle. Ce livre de 196 pages est une fresque romancée de l'Afrique à l'Amérique dont le fil conducteur est une femme que la mémoire des hommes a oubliée, la mère de Boni. Inspiré des archives et des éléments anthropologiques, l'écrivain, à travers la vie de cette femme, plonge le lecteur au cœur du système négrier. Boni qui raconte l'histoire des descendants des esclaves Agni et Baoulé qui se retrouvent aujourd'hui en Guyane et qui ont fondé avec d'autres Africains qui viennent du Dahomey, du Togo, du Congo, de l'Angola ou encore du Cameroun ou du Ghana, qui ont fondé donc un peuple qu'on appelle les Boni. Nous devons connaître notre histoire et notre histoire ne s'arrête pas seulement aux frontières de la Côte d'Ivoire, elle s'arrête aussi, elle continue avec tous ceux qui sont partis autrefois, arrachés avec l'esclavage et qui ont perpétué quelque part dans le monde à la fois des traditions ivoiriennes et africaines. Un ouvrage qui séduit les lecteurs. Dans le cas de la recherche, c'est vraiment une innovation. Une innovation, savoir qu'un Africain, donc un Franco-Ivoirien, du nom de Serge Bilé, qui, en tant que journaliste d'investigation, qui va jusqu'à retracer l'histoire d'un samouraï noir, c'est vraiment pour nous, en tant que chercheurs, enseignants-chercheurs, un plaisir. Comment mettre ces livres à profit, le lire et le partager avec mes étudiants. Marie est de Jacquesville. Il a été appelé par le titre Le Boni de Guyane parce que lui aussi c'est un Boni. Il était très surpris de savoir que des Bonis qui sont en Guyane ayant toujours la même façon de s'exprimer, la même façon de se vêtir, la même façon de vivre. Ça l'a interpellé et absolument il m'a dit il faut aller prendre ce livre-là et puis voir comment ça se passe. Et nous on a lu et effectivement on a vu que les Bonis sont comme les Baoulés, sont comme ça, ils viennent du Ghana. Serge Bilé n'est pas à sa première publication. Il est auteur d'une vingtaine d'œuvres, dont Le Jardin secret d'Aimé Césaire, Le seul passager noir du Titanic et Si Dieu n'aimait pas les Noirs. Reportage signé Grace Kando et Issa Yeo. Les temps forts de l'actualité dans le monde, avec des pauses en République démocratique du Congo, des pauses également aux États-Unis. On commence par cette rencontre historique entre la Corée du Nord et la Chine. La suite avec Alexis Ouedraogo. Le
Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité ce mardi une résolution qui renouvelle le mandat de ces casques bleus en République démocratique du Congo. Le mandat charge la mission d'aider à la préparation des élections. Présenté par la France, le texte prolonge le mandat de la MONUSCO jusqu'en mars 2019 et souligne la nécessité de protéger les civils d'ici les élections prévues le 23 décembre prochain. Ce mardi, les États-Unis ont affirmé que l'échec du cessez-le-feu en Syrie devrait marquer un jour honteux pour les membres du Conseil de sécurité. Plus de 1600 civils sont morts dans la Ghouta orientale aux portes de Damas depuis l'adoption le 24 février dernier d'une résolution réclamant pourtant une trêve de 30 jours. Les médias chinois s'étaient gardés de confirmer la visite, attendant vraisemblablement que Kim ait regagné son pays. Kim Jong-un s'est entretenu avec le président chinois Xi Jinping. Il a confirmé être prêt à rencontrer le président américain Donald Trump après plusieurs mois de menaces de guerre entre les deux pays. Le sommet a été annoncé de sources sud-coréennes et américaines, mais pas encore confirmé de sources nord-coréennes. Selon Séoul, il pourrait se tenir fin mai, mais ni le lieu ni la date n'ont été encore annoncés. Le leader nord-coréen n'avait jamais rencontré le président chinois depuis son accession au pouvoir il y a 6 ans. Ainsi s'achève ce 20h supervisé par Victorine Niaoyobwe et Adama Kone à la réalisation Backer. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain. Excellente soirée à tous.